Nous sommes le 26 octobre 2000 et au palais présidentiel, l'espace généralement appelé le palais des pas perdus, nous voyons un couple présidentiel tout nouveau dans ce palais qui, les souris aux lèvres, sont également émus par l'événement qu'ils sont en train de vivre. C'est aussi bien un président qui a combattu depuis longtemps qu'une première dame qui s'est battue depuis des années à ses côtés. Cette première dame, c'est Madame Simone Eyive Gbagbo. Elle est en joie, elle coule même des larmes de joie, elle est émue. Vêtue de son pagne maxi, elle n'arrive pas à croire ce qu'elle est en train de vivre. Elle est désormais première dame. Mais pourquoi cette dame, aujourd'hui, est tant émue? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a traversé? Qu'est-ce qu'elle a connu jusqu'à arriver là? Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Madame Simone Eyive. 2 ans plus tard, je suis parti au Canada. J'ai été admis à l'Université de Montréal, où je suis parti faire une maîtrise en sciences politiques, option affaires publiques et internationales. C'était ça ma spécialité. Je suis né en 1994. En 1994, en l'espace de 3 mois, 10 jours, dans un pays en Afrique de l'Est, le Rwanda, il y avait un génocide. Et là, nous sommes en 1994. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et on regarde encore, on zoome encore sur l'Afrique. Et tu sais ce qui est vraiment très drôle? C'est que le même mot qu'on refuse d'utiliser, génocide, s'apparente encore à des situations en Afrique. Quand je parle de président nouveau et quand je parle de repenser le leadership politique transformationnel, c'est parce qu'il y a eu un échec quelque part. En fait, je parle en fait même d'une faillite. J'ai élargi cette mesure même au Congrès, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les pays qui en ont, qui se réunissent en Congrès, où je dis tout simplement que les postes de députés suppléants Georgia soit exclusivement réservé aux jeunes qui ont moins de 35 ans. Lorsque tu tiens l'ouvrage, tu vois clairement qu'il y a une horloge au centre pour dire que le temps presse. Ou non seulement il faut prendre en compte la démographie, l'évolution démographique, mais aussi pour l'Afrique au niveau international, il est très important de pouvoir tirer son épingle du jeu là, maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet et évoquer l'histoire de Madame Simone Eyive, permettez-moi de vous présenter un ouvrage très particulier. Cet ouvrage, c'est celui-là, dont le titre est Le Président nouveau, écrit par M. Adupo Jean-François Régis. Alors cet ouvrage est futuriste et optimiste. Il prédit celui-là ou celle-là qui peut être le président, la présidente Providence qui va apporter un changement effectif, aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que c'est le cas évoqué, mais également en ce qui concerne l'Afrique de façon générale. Alors n'hésitez surtout pas à vous rendre dans les librairies disponibles, dont les noms sont mentionnés ici-bas, pour acquérir cet ouvrage. Moins coûteux, il est très qualitatif. Tout commence le 20 juin 1949. Madame Simone Eyive, elle naît dans une famille particulière, une famille dont elle est la seconde, le deuxième enfant du couple. Mais il faut savoir qu'ils sont au total 18 dans la famille. En fait, son père a pris une seconde épouse lorsque la jeune Simone avait 8 ans. Il faut signifier qu'à ses 7 ans, elle a perdu sa mère et est devenue orpheline. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut savoir que pendant la période au cours de laquelle elle connut sa mère, elle était vraiment attachée à celle-là. Et sa mère l'a beaucoup appris. Sa mère a commencé à l'insérer dans l'activité féminine. À l'époque, dans les années 50, il faut savoir que la femme était vraiment cantonnée à cette activité traditionnelle qui est la cuisine, le chant, les activités basiques et traditionnelles qui sont reconnues comme étant les activités à pratiquer par les femmes africaines. Et à l'époque, elle faisait cela. Elle faisait très bien. Il faut savoir qu'ils étaient à Mossou, à Grand Bassam. C'est là-bas qu'elle a fait ses 4 pas jusqu'à grandir petit à petit. Mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, avec son père gendarme, elle s'est vue affectée dans beaucoup de localités, beaucoup de régions, suivant ainsi son père qui a été affecté par l'État dans ces endroits-là. Juste après le décès de sa mère, elle devient celle-là qu'on va appeler la tutrice parce que deuxième de la famille, elle est comme la mère de la famille. Elle s'occupe de ses petits frères, elle les aide avec leurs études, elle les aide avec les travaux de maison et tout. C'est-à-dire que la mère partie, Simone Eyive est désormais la mère. Voici comment ça fonctionnait. Mais il faut savoir que son père l'a beaucoup influencé. Son père, c'était un jeune homme qui a toujours refusé de voir ses enfants être dans le minimum. Pour lui, il fallait inculquer à ses enfants des valeurs aussi bien religieuses que sociales, qui allaient les faire gravir les échelons et les empêcher de eux-mêmes se mettre des blocages psychologiques qui allaient les empêcher d'atteindre un niveau en société. C'est ainsi que son père l'a toujours encouragé, l'a toujours poussé à étudier. Et elle-même, elle décrit son père comme étant une personne très curieuse qui était toujours
tournée vers l'envie de comprendre, de connaître, de chercher à voir, savoir, de ne pas rester sur ce qui lui était déjà dit. C'était un gendarme peu ou prou très particulier. C'est ainsi que elle, beaucoup coulée à son père, va commencer à avoir ses aptitudes, ses réflexes. Elle va beaucoup se poser des questions, chercher à comprendre comment ceci, cela fonctionne. Elle sera très curieuse. Et lorsqu'elle va grandir, elle va devenir la première dame, elle va dire que le conseil qu'elle donne aux jeunes, c'est d'être très curieux. Bien évidemment dans le sens positif. Alors Simone Ive va beaucoup voyager avec son père et fait ses classes suivant un processus normal. Il n'aura rien de particulier jusqu'à ce qu'elle arrive au collège. À la fin des années 50, début des années 60, elle va commencer ses études au lycée. Elle va intégrer le lycée classique où elle va progresser rapidement, sans grand problème. Mais il faut savoir que lorsqu'elle arrive vers la fin de ses études au lycée, elle va diriger la JEC, la jeunesse estudiantine catholique, qui en réalité rassemble les apprenants d'origine chrétienne catholique. Elle va donc diriger cela. Elle va, grâce à ce mouvement, participer à de nombreuses et importantes réunions, dont le Conseil national, qui sera organisé même par le président Félix Houphouët-Boigny à l'époque. Elle va côtoyer de grandes personnalités. Mais il faut savoir que c'est une fille peu ou prou timide, qui grâce à cette organisation a commencé à s'extérioriser, a commencé à exprimer, à étaler, à démontrer son grand talent. C'est ainsi qu'elle va sortir de la timidité et elle sera l'exemple de l'ensemble de ses amis, de son entourage. Et parfois, elle va intervenir dans certaines discussions de grandes personnes sans qu'on ne lui ait demandé son avis. Et ces personnes vont se dire soulagées, contentes de voir qu'une jeune fille comme elle est autant vive. C'est ainsi qu'elle va progresser petit à petit jusqu'en 70 où elle obtient son bac. Alors, après avoir obtenu son bac, elle va rapidement aller à l'université de Cocody et se tourner vers les lettres modernes. Arrivée à l'université de Cocody, elle va en 3 ans, sans grand problème, récupérer sa licence en lettres modernes. Avec tous les problèmes économiques qui l'entourent et consortent, d'autant plus qu'elle est la seconde d'une famille, il faudrait qu'elle se stabilise économiquement. C'était la pensée d'antan. C'est ainsi qu'elle va tenter le concours une année seulement. Plus tard, réussit au concours de l'ENS et elle sera majeure de la promotion CAPES. Elle va être affectée au lycée scientifique de Cocody, lycée qu'elle a elle-même côtoyé, fréquenté. Elle va enseigner les lettres modernes, le français. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait entre 7 et 8 enseignants ivoiriens et seulement 3 ressortissants de la CEDEAO. Tous les autres enseignants étaient des Français. Elle sera par la suite affectée à Villeneuve, Paris 13, où elle va faire une maîtrise en lettres modernes. Le thème de sa maîtrise était l'image de la femme dans le conte Abouré. Elle va aussi avoir un diplôme d'études approfondies de à l'université de Dakar. Sa thèse de doctorat portait le thème de langage tambouriné chez les Abourés, sous la direction de Madame Liliane Castello, qui l'a beaucoup soutenue et qui était à l'époque comme un mentor pour elle. Pour son doctorat, elle est rentrée dans les profondeurs de la culture ivoirienne et dans les profondeurs de la culture africaine. Elle a côtoyé, elle a compris, elle a touché tout ce qui était en rapport avec les us et coutumes qui sont restés dans le cadre oral, sans être transcrits et transmis par écriture. C'est ainsi qu'elle va être fière d'être africaine, d'avoir cet amour-là d'africaine en elle et de ressortir grandie suite à cette enquête qu'elle a réalisée dans le cadre de sa thèse. Elle ne va pas durer dans l'enseignement. Elle va faire seulement 6 ans, de 1974 à 1980. Il faut savoir qu'en 1972, celui-là qui était son encadreur, son enseignant, M. Zadi Zaourou, et elle vont créer un groupe, GRTO, le groupe de recherche sur la tradition. Et elle va diriger ce groupe jusqu'en 80, donc de 72 à 88, pendant 8 ans. C'est pendant cette direction qu'elle va aussi rencontrer les peuples ivoiriens, de contrée en contrée. Toucher les proverbes, les us, les coutumes, les cultures. Elle va s'imprégner des réalités culturelles des Ivoiriens. Elle va comprendre que ces Ivoiriens qui réussissent aujourd'hui à vivre ensemble font en réalité un gros effort. Récapitulons cette petite partie de sa vie, c'est très intéressant. D'abord, elle obtient son bac en 70. Juste après cela, elle sort diplômée en lettres modernes avec sa licence qu'elle obtient naturellement en 3 ans à l'université de Cocody. Suite à cela, elle rentre à l'ENS où elle sort majeure de la promotion CAPES de lettres modernes l'année suivante, donc en 1974, ce qui rend son père très heureux, très fier de sa fille. Elle va donc enseigner à partir de 1974 jusqu'en 80, donc pendant 6 ans. Et après cet enseignement, elle décide de se consacrer à ses études jusqu'à obtenir son doctorat où elle sera à Dakar pour le faire. Elle connaît donc une vie que l'on pourrait qualifier de parfaite. Et dans sa famille, elle participait également au soutien financier relativement à ses petits frères et ses petites sœurs qui, selon elle, méritaient cette aide.
Ainsi, après son doctorat, elle va être très proche du professeur Zadi Zarourou, qui lui va l'introduire dans un clan clandestin. C'est un mouvement qui n'a pas de nom, qui n'a pas de figure, mais qui a un sens et qui a une puissance. En fait, c'est un mouvement révolutionnaire dont l'objectif en réalité est de changer les mentalités, aider les Ivoiriens à comprendre ce que c'est que la démocratie, un mot qu'à l'époque l'on ne pouvait prononcer facilement. En ce qui concerne sa vie personnelle à cette époque, elle était mariée à M. Joseph Eouman Dadji. De sa première union, elle ressort avec 3 enfants, des jumelles et une fille. Mais lorsqu'elle rentre dans ce nouveau mouvement, qui lui a été conseillé par M. Zadi Zarourou, elle va rencontrer un monsieur du nom de Santia. Alors, au départ, elle a beaucoup entendu parler de Santia, mais elle ne sait pas qui est Santia en réalité. Lorsqu'elle rencontre Santia, c'est un homme qui, à première vue, n'inspire pas grand-chose. Mais lorsque vous l'écoutez, vous êtes émerveillé, ébloui. En réalité, Santia, c'est un certain Laurent Gbagbo, qui était immensement, non mais très populaire, mais dans le silence quoi. C'était un homme connu presque partout dans le milieu de l'enseignement, d'autant plus que lui également, il était enseignant à cette époque. Alors, il faut signifier que Santia, ce n'était pas son véritable nom. Santia, c'était le nom qu'il utilisait dans la clandestinité parce qu'il animait un mouvement clandestin. Comme je l'ai dit, un clan clandestin. Mais pendant qu'il s'appelait Santia, elle avait le surnom de Dominique. Elle utilisait Dominique comme pseudonyme car pour elle, c'était encore plus difficile de la retrouver car Dominique est à la fois un prénom masculin comme féminin. Ça allait compliquer la tâche à ceux-là qui la recherchaient de pouvoir mettre la main sur elle. Mais il faut signifier que toutes les activités qu'il faisait dans ce mouvement clandestin, il signait tout document avec le pseudonyme. Donc, vous allez voir tous les documents qu'elle signait étaient marqués Dominique, Dominique, Dominique. À cette période, elle avait une tâche singulière. Elle enseignait, elle éduquait, elle éveillait les esprits sur la notion de la démocratie, du multipartisme et consorts, mais dans la clandestinité. C'est petit à petit que la relation qu'elle a avec Santia va connaître une évolution progressive. Petit à petit, ils vont passer de la relation professionnelle politique à une relation un peu plus particulière. Parce qu'ils vont se rendre un jour chez M. Zadi Zarourou, ils vont se retrouver par inadvertance. Et pendant l'échange, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ils sont totalement d'accord. Non, ils sont d'accord pour être d'accord. C'est ainsi que petit à petit, ils vont nouer une nouvelle relation. Et cette relation va se muer en relation sentimentale qui va aboutir encore en 1984 à la naissance de jumelles, Marie-Laurence et Marie-Patrice, les jumelles Gbagbo. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, le père de ses enfants va quitter le pays parce qu'il est en danger. Il doit s'exiler et c'est aussi une nouvelle mission qui lui a été confiée. Nous l'avons fait sortir du pays très discrètement par le chemin de fer, aller jusqu'à Ouaga. Et puis c'est de Ouaga qu'il a pris un billet d'avion pour aller à Paris. Tous les amis que nous avions nous ont fui. Donc je me suis retrouvé seul. Il y avait même des amis qui changeaient de trottoir quand ils me rencontraient. Elle va continuer la bataille sans lui. En 1984, il y aura l'Assemblée constitutive. Les discussions vont tourner autour du nom à donner au mouvement. Parce que le mouvement existe. L'idée est déjà là. Le FPI va être opposé, Front Populaire Ivoirien. Mais au niveau du mot front, il y aura beaucoup de problèmes parce que pour certains, ça paraît trop agressif, trop dangereux. C'est comme une révolution sanglante. Il ne faut pas utiliser ce don-là. Mais finalement, c'est ce qui va rester. La majorité va l'emporter. La majorité proposait le Front Populaire Ivoirien. Ils vont continuer la marche jusqu'à son retour en 1988. Il y aura encore une réunion ultime. Mais il faut savoir que là, Santia est de retour en Côte d'Ivoire. Une assemblée qui sera organisée à Dabou. C'est dans la villa de M. Gare Bernabé qu'ils vont organiser cette rencontre. Parce qu'il ne fallait pas l'organiser dans un endroit où il y aurait du monde et où il pourrait être repéré. C'est dans une bourse à Dabou qu'ils vont organiser avec 20 personnes qui sont réunies au maximum. C'est en réalité des personnes qui ont été choisies représentant quelque peu chaque couche de la société ivoirienne. Le 19 et 20 novembre 1988, le congrès a eu lieu ici. Moi, en tant que hôte du congrès, j'avais la mission historique d'assurer la sécurité des congressistes. Ils sont venus, ils ne m'ont pas vu. Ils ne devaient même pas me voir. Et je leur ai cédé la maison. Et comme je n'étais pas parmi les 20 qui devaient siéger pendant le congrès, j'ai pris ma voiture et nuit et jour, je faisais la ronde autour de la maison pour détecter toute présence nuisible. Ils vont se retrouver là-bas, à Dabou, et ils vont passer 2 jours sur les lieux.
En plus de cela, il y aura d'autres discussions autour de l'organigramme, il y aura des discussions également autour de la pensée, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, la majorité d'entre eux avaient côtoyé des Français et autres. Ils étaient donc dans une pensée communiste. Il faut sortir désormais pour eux de cette pensée communiste et s'inscrire dans un cadre social-démocrate qu'ils vont réussir à faire dès 1988. Les choses vont évoluer petit à petit jusqu'en 89. 89, c'est une année très importante pour Mme Simone Veil. Il faut savoir que le couple Gbagbo a effectivement pris conscience de l'ampleur qu'ils sont en train de prendre en ce qui concerne la politique. Donc pour eux, il faut sécuriser la vie des enfants, sécuriser tout ce qui les entoure, sécuriser beaucoup de choses et prendre en compte beaucoup d'aspects pour pouvoir mieux continuer. C'est ainsi que le 19 janvier 1989, ils vont à Cocody se marier. C'était dans un cadre peu ou prou restreint, avec pas grand monde, mais les personnes les plus essentielles étaient sur les lieux. Ils vont donc officialiser leur union et en 89, c'est désormais Mme Simone Veil Gbagbo. En 90, le président de la République accède désormais ce qu'on appelle le multipartisme, le 30 avril 1990. Et par la suite, il y aura des élections qui seront organisées. D'abord, c'est l'élection présidentielle qui sera perdue par l'époux de Mme Simone Veil Gbagbo, mais elle-même, elle sera candidate à l'élection législative qui, bien évidemment, est désormais organisée à Abobo. Une circonscription qui, pour elle, est très importante et il faut la gagner. Elle va perdre ces élections. Mais quelques mois plus tard, elle va se présenter encore à l'élection municipale dans la même localité, à Abobo. Elle va perdre ces élections. Elle va donc attendre jusqu'aux prochaines élections. Mais beaucoup de choses vont se passer dans la vie du nouveau couple. Dès 1991, ils sont confrontés à de nouveaux changements. Dans la nuit du 17 au 18 mai 1991, il y a la descente de l'Afrique-PAC, l'armée qui a été créée par le général Robert Guéhi, à la cité universitaire de Yopougon, où il y aura beaucoup d'exactions qui seront commises. Et les étudiants là-bas vont vivre le martyre pendant cette nuit. Pourquoi attendre la nuit pour attaquer? Beaucoup de questions ont été soulevées et prononcées relativement à ce sujet. Mais on a fait également une vidéo là-dessus, sur le cas, et vous pouvez la retrouver. Elle a été particulièrement conçue pour ces événements de 1991. Vous allez tout comprendre. Il y aura au lendemain de cette descente beaucoup d'éléments qui vont sortir et montrer qu'il y a eu des viols, des exactions et des crimes qui ont été commis qui doivent être punis. Rapidement, les partis d'opposition avec le FPI vont décider de sortir et exprimer cela, réclamer, demander une enquête sur ce qui s'est passé. Ils vont même, à la suite de cette enquête, pousser le président de la République à prendre des décisions sévères et rigoureuses vis-à-vis de ceux-là qui ont orchestré tout cela. Ils vont donc demander au président de la République de sanctionner les commanditaires qui, suite à l'enquête, ont été cités. Parmi eux, il y avait le général Robert Guéhi, le chef d'état-major d'antan. Impossible pour le président de sanctionner son chef d'état-major. Il disait, je ne peux retourner mon couteau contre moi-même. C'est ainsi qu'il y aura un jour qu'on appelle le 18 février 1992, au cours duquel le FPI et beaucoup de partis d'opposition, des organisations de défense des droits de l'homme et consorts vont sortir dans les rues, marcher dans la commune du Plateau. La marche du 18 février. Nous nous sommes retrouvés à cette marche le matin. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que Nguetapa avait été prévu. Une marche qui sera réprimée car il y a eu des casses, des pillages qui ont été attribués aux revendicateurs du FPI et autres ce jour-là. C'est ainsi que Mme Simone Gbagbo va rapidement regagner un immeuble où elle va se cacher en hauteur. Mais elle sera repérée par les forces de l'ordre qui vont regarder étape par étape jusqu'à mettre la main sur elle et tous ceux qui étaient avec elle. Nous avons été attaqués, la marche a été dispersée, mais dans une violence incroyable. Je me trouvais aux côtés de Laurent, mais je n'ai pas pu rester à ses côtés longtemps parce que tout de suite, il a fallu chercher à le mettre à l'abri. Ces gardes de corps nous ont dispersés. Un groupe est parti avec moi, l'autre groupe est parti avec lui pour assurer nos sécurités. Ils vont donc la battre comme elle n'avait jamais été battue. Coup de matraque, godasses et consorts, elle va subir et vivre le martyre. Elle va même s'évanouir. C'est ainsi qu'elle sera conduite à l'hôpital. Non pas par ces militaires qui ont mis la main sur elle, mais grâce aux gendarmes qui vont venir et la sortie des mains de ces militaires qui, lorsqu'ils l'ont attrapée avant de l'envoyer au camp de Galeni, criaient et scandaient « Tuez-la, tuez-la, tuez-la ».
Arrivée à l'hôpital, elle va passer 18 jours où son cas était compliqué. C'est donc plusieurs semaines plus tard qu'elle va retrouver tous ceux avec qui elle a organisé la marche à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui aujourd'hui porte le nom de PPA, le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Elle va donc passer 6 mois dans cet endroit. Mais son passage à cet endroit sera symbolique et va changer sa vie dans une certaine mesure. Arrivée en prison, c'est un autre monde. Là-bas, elle est célèbre, elle est encouragée, elle est soutenue. D'autant plus que lui, dès son entrée, le nom de son époux a été scandé. Gbagbo président. Et lorsqu'elle arrive, tout le monde l'applaudit, tout le monde veut la voir, discuter avec elle, la toucher. Elle est une célébrité. En prison, elle va même avoir le soutien de toutes les femmes qui y étaient. Elles vont l'encourager et lui donner beaucoup d'amour. Elle va même rencontrer une dame qui va la soutenir dans la religion. Et c'est là-bas qu'elle va renouer profondément avec la religion. Il faut savoir qu'en prison, il y a des pasteurs, des révérends, des enseignants de la religion qui s'y rendent très généralement. Ce sont eux qui vont entretenir sa foi et la soutenir jusqu'à ce qu'elle soit ancrée profondément pendant ces 6 mois qu'elle va passer en prison. Elle va sortir de cette prison et dit que ce fut l'un des moments les plus importants de sa vie car elle a réussi à oublier tout ce qui s'était passé. Elle a pardonné à tous ceux-là qui l'avaient fait du mal avant qu'elle entre en prison. Il faut savoir que grâce à un décret présidentiel pris par le président de la République, suite à son procès, elle et ses amis du FPI qui n'a pas abouti, ils vont donc être libérés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous allez à la MACA, vous allez voir qu'il y a un espace particulier où il a été écrit même le nom de cette dame, Simone Eivé Gbagbo. Elle va donc sortir de prison et c'est une nouvelle dame qui est devant nous. Elle est profondément ancrée dans la religion et elle croit au pardon, elle croit au changement parce qu'elle va apprendre beaucoup de choses en prison. À sa sortie de prison, elle va même lutter pour les femmes qui avaient accouché en prison. Ils vont donc sortir les enfants de prison et les faire intégrer des ONG SOS et autres. Elle va vraiment militer pour la cause humanitaire pour laquelle elle considère qu'il faut se battre et qu'elle a observé depuis la prison. C'est ainsi que les jours vont passer et de plus en plus d'Ivoiriens vont commencer à s'intéresser à elle et son époux et tout le mouvement qui les entoure, donc le Front populaire ivoirien et ses membres. C'est petit à petit qu'ils vont avancer jusqu'au boycott de l'élection présidentielle de 1995, au cours duquel il y aura fusion entre elle, son parti, et le RDL. Désormais, on va parler de Front républicain. C'est avec le Front républicain qu'elle va gagner l'élection législative à Abobo. Il faut savoir que sa colistière, c'était Madame Jacqueline Louès-Hoble. À l'époque, lorsqu'elle a été arrêtée en 1992, c'est Madame Jacqueline Louès-Hoble qui était ministre de la Justice. Et désormais, c'est elle qui est sa colistière à l'élection de 1995 à Abobo qu'elle va gagner. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de fraude autour de cette élection. Ils ont tenté de réduire certaines de ses voix. Il y a même des procès-verbaux qui ont été déchirés. Mais pendant 3 jours, sans manger, sans dormir, elle va travailler profondément sur le sujet avec ses amis et toute son équipe jusqu'à retrouver même ces procès-verbaux qui ont été déchirés et pousser le ministère de l'Intérieur et toutes les institutions qui le jouent à officiellement prononcer sa victoire aux législatives à Abobo. Elle sort donc victorieuse. Pendant son mandat en 1995 à Abobo, elle va faire bouger beaucoup de lignes. Désormais députée, elle va même réussir à devenir la vice-présidente de l'Assemblée nationale pendant cette période. Mais à Abobo concrètement, elle va faire de grandes choses. Consciente du fait que c'est une population très grande, c'est un territoire très vaste, on parle même de la seconde commune la plus grande d'Abidjan, consciente des grandes et grosses inégalités que vit ce peuple-là. Elle va donc lancer le FLEC, le Fonds local d'épargne et de crédit, qui va soutenir les activités des Abobolais dans tous les sens du terme. À l'intérieur de ce FLEC, donc le Fonds local d'épargne et de crédit, il y aura 2 membranes majeures. D'un côté, on a l'organisation et la création de coopératives de commerçants et d'artisans. Et dans un second temps, on a la création d'une maison de microfinance pour les habitants d'Abobo, qui va réellement les soutenir, les appuyer dans leurs activités. Et en plus de cela, il y a d'autres programmes et activités qu'elle a lancés. Elle va soutenir la population d'Abobo et elle sera réélue par la suite. Mais avant sa réélection, il faut signifier qu'elle va passer un moment très important qui va changer, marquer sa vie. Nous sommes en 1999 et il y a un coup d'État qui est réalisé. Ce coup d'État est appelé le cadeau de Noël. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Le nouveau président, c'est M. Robert Gueye. Robert Gueye va organiser des élections. Et suite à ces élections, qui peu ou prou ont été controversées, sont controversées, ou qui ont connu beaucoup de polémiques, il va perdre le pouvoir et c'est M. Laurent Gbagbo, l'époux de Mme Simone Eivé Gbagbo, qui prend les rênes du pays. Elle est désormais première dame. Mais ce n'est pas une première dame comme toutes les premières dames.
Il faut savoir que les premières dames qui l'ont précédée ont mis en place des ONG caritatives dont l'objectif en réalité est de soutenir les plus démunis et consorts. Elle va changer le paradigme selon lequel la femme du président de la République, la première dame, doit seulement se cantonner aux activités caritatives. Elle est politique, elle est députée non seulement, mais en plus de cela, elle est la seconde personne qui décide à la présidence de la République. Tout change. Désormais première dame, et comme je l'ai signifié tout à l'heure, elle va aussi gagner l'élection législative qui sera organisée à Bobo avec 56% des voix, donc du suffrage exprimé. Elle sera sur le terrain. Elle va militer pour les causes sociales, non mais profondément. Elle va participer grandement à la loi sur la suppression de l'excision. Non seulement, mais elle va aussi être profondément impliquée sur l'adoption d'un test sur la pension de réversion des femmes dans le secteur privé. Elle sera vraiment impliquée dans le social, mais surtout pour les femmes, elle va beaucoup pousser et inspirer même les femmes du FPI. D'abord, elle va pousser à la mise en place d'un quota en ce qui concerne les fonctions et les représentativités au sein du parti, mais inspirer également l'État à pousser cela plus loin et permettre à ce que les députés, les maires et consorts, plusieurs autres activités aient également des quotas où on réclame également la présence de femmes. Elle va vraiment militer pour le social. Le FPI ayant désormais 98 députés, elle sera à l'Assemblée nationale à la tête du groupe FPI. Mais très rapidement, la Côte d'Ivoire sera rattrapée. Le 19 septembre 2002, une séparation, la division de son État. D'un côté, on a la partie nord qui est dirigée par les rebelles et de l'autre côté, on a la partie sud qui est dirigée par le gouvernement. D'abord, il y a les accords de Makoussi qui vont avoir lieu. Elle va couper les ponts durement avec le président du parti, M. Affi N'Guessan. Elle va lui reprocher le fait d'avoir signé cet accord qui n'arrangeait pas le gouvernement. Elle va faire donc partie de ce qu'on caractérisait comme étant les membres durs du parti au pouvoir qui s'érigeaient contre les accords de Makoussi et contre la rébellion. Aussi bien M. Mamadou Koulibaly qu'elle vont faire partie de ce groupe-là. Elle va révéler que ces accords de Makoussi qui ont été signés, en réalité, sont des accords démoniaques. Elle sera très agressive, non seulement avec M. Chirac, mais toutes les manœuvres de la rébellion et là où on pouvait pressentir la présence française. Pendant cette période, elle va beaucoup soutenir les patriotes, un mouvement de jeunes qui soutient en réalité l'indépendance de la Côte d'Ivoire et qui est très proche du gouvernement en place. Ils vont beaucoup militer jusqu'à ce que les événements de novembre 2004 viennent bouleverser encore la Côte d'Ivoire. C'est pendant cette période qu'elle va s'ériger effectivement et totalement contre le président français Jacques Chirac. Elle va être de plus en plus dure avec le régime français suite à ces événements. Les choses vont continuer jusqu'en 2007. Face à ces accords de Ouagadougou, elle va s'ériger contre. Elle va montrer qu'elle n'est pas d'accord avec ces accords. Elle va ouvertement dire que ces accords ne sont pas réalisables et que le gouvernement, aussi bien que le chef d'État, que tous ceux qui font partie de celui-ci doivent être réalistes et conscients. Parce que l'une des conditions qui ont été imposées, c'était d'intégrer les 10 000 ex-combattants qui faisaient partie des forces nouvelles, donc de la rébellion, dans l'armée. Elle va donc dire que cela s'avère être impossible. Elle est contre cette volonté affichée car infaisable et inopportune. Pour elle, il fallait revoir les conditions de ces accords de Ouagadougou. Les années vont passer jusqu'en 2010. À l'élection de 2010, il faut signifier qu'elle soutient son mari tout naturellement et ensemble, ils vont porter haut les couleurs du FPI qui sera avec d'autres partis dans ce qu'on va appeler la LMP. Alors, la LMP va réussir à s'hisser au second tour. Au second tour, il y a désormais une confrontation historique qui est tant attendue entre le RDA et le FPI. Le FPI qui se trouve dans la LMP et le RDA qui se trouve désormais dans le RHDP. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne et vous pouvez trouver toutes les vidéos relatives à ces événements de 2010 sur cette chaîne. Donc, il y aura confrontation et finalement, il y a deux présidents qui sont élus. Un reconnu par le Conseil constitutionnel et l'autre par la Commission électorale indépendante. Elle va soutenir son mari qui est reconnu par le Conseil constitutionnel et certains médias vont jusqu'à dire qu'elle n'est pas prête pour que son mari puisse abandonner le pouvoir. Elle va même dire à son mari qu'il a gagné, le persuader, le soutenir et l'encourager à ne pas laisser le pouvoir. Il faut signifier qu'elle avait une grande influence sur son mari, d'autant plus qu'ils ont toujours été ensemble, ils ont toujours lutté ensemble pendant des années et des années. Et il faut que nous recommencions à vivre. Parce que la vie continue. Le temps des débats sur les élections de Babo Laurent, de chaque parti, ce temps-là est passé. Ils vont donc rester au pouvoir et beaucoup de tumultes auront lieu jusqu'à ce que les forces adverses puissent mettre la main sur eux le 11 avril 2011. Ce 11 avril 2011, on voit Madame Simone dans une situation très inconfortable. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle est essoufflée, elle peine à croire ce qu'elle est en train de vivre. Lorsque les soldats de l'adversaire lui posent des questions, elle n'arrive même pas à s'exprimer. Avec des difficultés
elle arrive à peine à s'exprimer. Mais Simone, vous pleurez? Non, ne pleurez pas. Non, il faut, c'est pas la peine. Okay. Quel mot avez-vous vous dire par rapport aux miliciens et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Les tirs, c'est pas bon. Oui. Plus fort, plus fort. Allez, plus fort. Je peux pas. Pourquoi? Je suis trop essoufflé. Dites un mot pour qu'on libère le pays. Hein? Un mot pour libérer le pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Arrêtez. Les armes, voilà. Tout ce qu'on vous demande, voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. C'est donc dans cette situation et dans cet état qu'elle sera prise avec son époux et toute la famille pour être dirigée au Golf Hotel, qui était en réalité le QG de son adversaire. Elle va être traînée, non. Elle sera maltraitée par ces gens-là qui vont la prendre. Parce que pour eux, c'est elle qui a incité, motivé et conduit son mari dans ce bras de fer qu'ils viennent à peine de perdre. Elle sera non pas traitée comme les autres, mais très maltraitée, contrairement aux autres. Et quelques temps plus tard, elle et son mari seront transférés hors d'Abidjan. Alors que son mari se retrouve à Korogo, elle sera à Odéné dans une résidence surveillée. Dans une famille bien évidemment qu'elle connaît, la famille Koné, où elle a beaucoup été en contact avec Koné Fanta, qu'elle considère comme étant son amie. Elle va donc rester sur ces lieux jusqu'à ce que son procès ait lieu. Pendant ce temps, elle était réclamée par la CPI. Et il faut savoir que c'est la toute première femme dans l'histoire de l'humanité qui a été appelée et qui a failli passer devant les juges de la CPI. Ils vont donc insister, et l'État de Côte d'Ivoire va dire être à même de juger Mme Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, contrairement à son époux qui a été transféré à la CPI quelques temps plus tôt. Et ici, elle va être condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État et consort. Le 6 août 2018, suite à une amnistie qui a été prise par le président de la République dans le cadre du renforcement de la cohésion nationale et le processus de paix qui a entamé, va libérer Mme Simone Gbagbo et certaines personnes. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens, poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010. À sa sortie de prison, elle reste dans son coin. Non, elle ne parle plus trop. Elle ne donne plus trop d'interviews. Elle devient discrète vis-à-vis des médias. Par contre, elle va se prononcer sur l'inconstitutionnalité de la représentation de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2020. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Elle va même soutenir tacitement le mouvement de transition qui sera mis en place par M. Henri Konan Bédié et M. Afin Guessan après les élections de 2020. Mais elle reste encore dans son coin, sans faire grand bruit. En 2021, elle sort son ouvrage, Ma sortie de prison, où elle explique carrément et complètement tout ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'elle était détenue en prison, beaucoup d'images, beaucoup d'informations circulaient, disant qu'elle était maltraitée, et même sa fille, Marie-Antoinette, a porté plainte contre ceux qui détenaient sa mère. En 2021, alors que son époux rentre en Côte d'Ivoire, suite à tous les événements qu'ils ont vécus, donc disons 10 ans plus tard, où il revient vers les Ivoiriens, elle va à l'aéroport accueillir son époux et elle est repoussée, chassée, même rejetée par son époux et son entourage. Quelques temps plus tard, le divorce sera annoncé et officialisé. Ils vont donc se séparer, non seulement socialement, mais politiquement. Le 20 août 2022, elle crée son parti politique, MGC, le mouvement des générations capables, dont l'objectif désormais est de conquérir le pouvoir d'État en 2025. Elle affiche son idéologie gauchiste qui, pour elle, va aider la Côte d'Ivoire à atteindre et arriver au niveau qu'il devrait être. Au-delà de Blé Goudé et de Gbagbo Laurent, j'espère rassembler toutes les voix de tous les Ivoiriens, y compris même ceux du RHDP. Voilà. Quand on va à des élections, c'est comme ça. Hein? On espère rassembler le maximum de voix autour de sa candidature. Le meilleur, le plus préféré gagnera. Elle va donc continuer à militer, inspirer des jeunes filles et des jeunes femmes. Elle va également faire la une de l'actualité en Côte d'Ivoire. Faire certaines sorties qui vont être des buzz également. Marc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. En 2024, elle va participer à toutes, si ce n'est la majorité des réunions de l'opposition et même faire partie de ceux-là qui vont inspirer les partis d'opposition à la signature de certains protocoles d'accord dont l'objectif est de participer
à la cohésion nationale et à la stabilité pendant l'élection présidentielle de 2025 et tout ce qui tourne autour. Elle va donc participer à beaucoup d'événements comme cela. Elle va annoncer officiellement qu'elle est candidate à l'élection présidentielle de 2025. Elle veut, pour cette fois-ci, gagner l'élection. Elle avait même préalablement dit, si dans certains cas, elle se trouve favorable pour gagner l'élection, il faudrait que son ex-époux, M. Laurent Gbagbo, lui fasse la passe, qu'elle puisse gagner. Aujourd'hui, Mme Simone Gbagbo est une femme considérée comme une légende, un exemple, un modèle qui inspire en coup de femmes, de filles, qui, elles, croient effectivement au changement et au placement de la femme au centre de la société, voire dans des rôles les plus importants de la société. Voici donc l'histoire de Mme Simone Gbagbo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous inspire et quel est l'élément qui a marqué selon vous sa vie, qui a tout changé et qui a fait d'elle aujourd'hui celle qu'elle est. Mais au passage, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et on se dit à très bientôt, chers érudits.